7 jours en France. Cette semaine, 7 jours en France vous emmène en balade sur la Seine. Ses quais, ses ponts, de la brigade fluviale aux habitants des péniches qui vivent au rythme de l'eau, découvrez les secrets de ce fleuve que l'on surnomme aussi le 21e arrondissement de Paris. 7 jours en France, à voir sur France 24 et sur france24.com. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Le président nigérian Muhammadu Buhari a achevé une visite de 2 jours à Yaoundé. Le Cameroun et le Nigeria s'engagent à renforcer leur coopération militaire et à rendre opérationnelle la force d'intervention multinationale contre Boko Haram. Un général nigérian a été nommé aujourd'hui à la tête de cette force qui comptera 8700 hommes et sera basée à N'Djamena. Le pouvoir jubile à Bujumbura. Le chef de file de l'opposition qui avait pourtant appelé au boycott des élections, Agathon Rwasa, vient d'être élu vice-président de l'Assemblée nationale avec les voix du parti au pouvoir. Alors que les opposants en exil, eux, s'organisent, ils s'apprêtent à signer un accord en vue de former un conseil national de résistance à Addis Abeba. Nous nous rendrons en Centrafrique où notre correspondant a enquêté sur l'état de la justice après 2 années de conflit. Si à Bangui, la situation s'améliore, en province, les services n'ont aucun moyen. Les prisons sont surpeuplées et dans un état de délabrement extrême. Comment lutter plus efficacement ensemble contre Boko Haram? C'est à cette question que les présidents du Nigeria et du Cameroun ont tenté de répondre durant 2 jours. Muhammadu Buhari a terminé aujourd'hui sa visite à Yaoundé. Il s'agissait de réchauffer les relations entre les 2 pays. La question du droit de poursuite, qui fait tant débat, devait être réglée par le lancement effectif de la force d'intervention conjointe contre Boko Haram. Le récit de Vanessa Abba. Nigeria, Cameroun, Tchad, Niger, Boko Haram multiplie les attentats. Pour vaincre la secte islamiste, déjà affaiblie, Yaoundé et Abuja unissent leurs forces. Échange de renseignements, mais avant tout, coopération militaire. La force d'intervention conjointe multinationale existe depuis plus d'1 an, mais elle n'est toujours pas opérationnelle. Ce jeudi, les 2 pays se sont engagés à agir. La solution à ce problème ne peut être envisagée seule. Nous devons agir tous ensemble. Nous avons déjà, au cours de ce voyage, adopté des stratégies et tactiques communes qui seront suivies par tous les pays membres de la force multinationale contre Boko Haram afin de vaincre cette secte. La force doit être mise sur pied dès demain et d'ici la fin du mois. Cette force d'intervention conjointe multinationale a été créée en mai 2014, après l'enlèvement de plus de 200 lycéennes à Chibok. Aux côtés du Cameroun et du Nigeria, plusieurs pays se sont engagés dans cette lutte, le Tchad, le Bénin et le Niger. Cette force régionale comprend 8700 hommes mandatés par l'Union africaine. Ce jeudi, le général Ali Abba, un Nigérian, a été nommé à la tête des opérations avec la bénédiction des 2 dirigeants. Nous sommes très heureux de constater qu'il y a une entente parfaite entre les chefs d'État. Heureux de constater leur détermination à ne ménager aucun effort pour venir à bout de cette insurrection. Après cette rencontre à Yaoundé, une question reste en suspens. Quels moyens pour cette coalition militaire? L'effort financier vient essentiellement des pays de la région, comme le Nigeria, 100 millions de dollars. Le président Muhammadu Buhari a appelé le G7 à respecter ses promesses, une aide au niveau de la formation, des équipements et des renseignements. Cette semaine, au siège de l'Union africaine, Barack Obama avait également laissé entendre qu'un soutien des États-Unis était possible. Pour l'instant, Washington a déjà apporté une aide de 5 millions de dollars. Le Tchad en pointe dans cette coalition régionale réagit après la série d'attentats suicides sanglants menés sur son territoire. Un projet de loi antiterroriste a été adopté aujourd'hui à l'unanimité par le Parlement. Le texte prévoit de rétablir la peine de mort qui avait été abolie il y a quelques mois à peine. Rétablir la peine de mort, je cite, pour punir les terroristes. Les peines de prison sont globalement alourdies et la garde à vue est prolongée à 15 jours. Mais la définition du terrorisme est jugée trop vague par la société civile tchadienne, qui s'inquiète et qui craint des dérives contre toute forme de critique. Ce coup de théâtre au Burundi qui renforce le camp du président Nkurunziza, isolé depuis des mois sur la scène internationale comme nationale. Il faisait partie de ceux qui avaient dénoncé un hold-up électoral de Pierre Nkurunziza et appelé au boycott des élections. Et pourtant, Agathon Rwasa vient d'être élu vice-président de l'Assemblée nationale.
Comment expliquer ce revirement d'Agathon Rwasa? Écoutez les explications de Nicolas Germain qui a couvert pour France 24 les élections au Burundi. Ce soir, c'est le choc au Burundi puisque c'est le chef de file de l'opposition qui est élu vice-président de l'Assemblée nationale avec les voix du parti au pouvoir. Celui qui, pendant des semaines, nous a dit que les législatives et la présidentielle n'étaient pas crédibles. Et c'est surtout le choc auprès de ces militants, les membres du FNL. Ces membres-là beaucoup ont été emprisonnés ces dernières semaines. Certains ont été tués. La semaine dernière, encore à Bujumbura, j'ai assisté au cortège funéraire d'un membre du FNL qui avait été assassiné le mercredi soir. Et ces membres du FNL, lorsque je leur parlais, ils étaient vraiment très remontés contre Pierre Nkurunziza. Ils ne peuvent pas comprendre la décision d'Agathon Rwasa ce soir. Certains des leaders de l'opposition ce soir disent qu'il a été acheté par le gouvernement, d'autres le taxent d'égoïste et d'autres disent encore que cette décision met en difficulté la coalition de l'opposition. Ils se demandent quelle est la prochaine étape pour Agathon Rwasa. Est-ce qu'à présent il va essayer d'intégrer un gouvernement d'unité nationale? Seule certitude ce soir, c'est le pouvoir qui se frotte les mains. Agathon Rwasa qui n'a pas souhaité en tous les cas réagir aujourd'hui sur notre antenne. Et pendant ce temps, Nicolas, une grande coalition d'opposants en exil qui ont fui le pays, venus de différents horizons, s'organise. Ils sont réunis en Éthiopie, à Addis Abeba, où ils vont créer un conseil national de résistance. Écoutez tout de suite l'un de ses membres, Alexis Sinduije, que vous avez contacté tout à l'heure par téléphone. Écoutez. Nous sommes en train de lancer le conseil national de résistance du Burundi. Donc je pense que demain ou samedi, la nouvelle sera annoncée. C'est une organisation qui se fixe comme but de restaurer le respect des accords d'Arusha. Voilà. Voilà Alexis Sinduije, il faut préciser qu'il ne participe pas en ce moment même aux discussions, mais qu'il est représenté avec donc d'autres membres de cette opposition en exil. Justement, Nicolas, qui sont ces opposants qui vont former ce futur groupement ? Alors on sait également qu'il y aura des représentants d'Hussein Rajabou, un ancien très proche de Pierre Nkurunziza mais qui avait été mis en prison et qui s'était échappé de prison. On sait qu'il y aura également des représentants du général Niambare, c'est l'homme qui avait tenté le coup d'État au mois de mai, un coup d'État qui avait échoué. Il y a également toutes ces personnes qui avaient membres du parti au pouvoir qui avaient fui ces dernières semaines. On pense au vice-président du pays, on pense à l'ancien président de l'Assemblée nationale. Parmi les signataires également, il y aura d'anciens présidents du Burundi. En tout, une cinquantaine de personnes qui espèrent notamment rencontrer Madame Dlamini Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine. On sait que l'Union africaine n'avait pas envoyé d'observateurs lors de la présidentielle pour montrer sa désapprobation du scrutin. La question, c'est au sein de cette coalition, qui va l'emporter, les modérés ou les plus radicaux? Certains plus radicaux disent qu'ils veulent reprendre les armes contre ce gouvernement. Alors les analystes disent, pour pouvoir faire un nouveau coup d'État, il leur faudra l'aide d'une puissance étrangère. On sait que le Burundi, le ministre des Affaires étrangères, a dit récemment qu'il était inquiet des allégations selon lesquelles le Rwanda soutiendrait des groupes armés dans le nord du pays. La présidence, elle explique que le plus dur est derrière elle, surtout avec cette décision d'Agathon Rwasa. Mais les opposants que j'ai joints à Bujumbura, ils me disent ce soir, désormais, nous sommes sur une poudrière. Nicolas Germain qui était avec nous tout à l'heure sur ce plateau. Au Congo-Brazzaville, l'opposition appelle à la résistance héroïque face au pouvoir. À l'issue du dialogue alternatif, les opposants rejettent tout changement de la Constitution qui permettrait au chef de l'État de briguer un nouveau mandat en 2016. Ce dialogue alternatif a été organisé en réaction au dialogue national, orchestré mi-juillet par le président Sassou Nguesso et boycotté par les opposants. En Centrafrique, après 2 années de conflit, la justice redémarre doucement, mais il y a encore un gouffre entre les villes de province délaissées où l'insécurité persiste et la capitale, Bangui, où les services judiciaires sont progressivement rétablis. Regardez le reportage de notre correspondant Anthony Fouchard. Au tribunal de grande instance de Bangui, les magistrats, les greffiers et les secrétaires ont repris du service. Aujourd'hui, la salle d'audience est pleine. Une multitude de personnes défilent à la barre à un rythme soutenu. Il y a du travail pour rattraper les mois d'inactivité forcée. Ça a repris son cours normalement et je peux vous confirmer que nous sommes à 100% parce que toutes les audiences dans tous les domaines fonctionnent à merveille. Nous avons des audiences correctionnelles, sociales, des audiences civiles. Et tout ceci démontre que la justice a repris le travail normalement. Nous sommes ici à plus de 100 km de Bangui. Dans la ville de Mbaïki, la justice est toujours au point mort. Les fonctionnaires judiciaires n'ont pas de locaux dédiés ni de fournitures pour travailler. L'unique greffière tape les comptes rendus sur une machine à écrire. Elle n'a pas été payée depuis des années. Le président du tribunal, lui, doit se rendre régulièrement à la maison d'arrêt qui tombe en ruine pour s'occuper des prisonniers. Bonne arrivée. Salut. Ok, ça va? Oui. Voilà. Oui. C'est de ça qu'il faut parler de prison. C'est ça la Georges. La maison d'arrêt, c'est une prison à ciel ouvert.
Quand il pleut, c'est à l'intérieur même que se déversent les eaux, que l'État n'est pas en mesure d'acheter hebdomadairement, sinon mensuellement, de quoi manger aux prisonniers. Ils sont comme ça, vraiment dans des conditions un peu pénibles. Parfois, à partir de la propos de ma famille, on achète un peu à manger, et puis s'ils tombent malades, c'est à partir de mon salaire, à partir de mes revenus moi-même, que je les amène pour qu'ils trouvent soin à l'hôpital, parce que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine à s'entasser dans cette maison d'arrêt insalubre. Il y a quelques semaines encore, ils étaient plus nombreux. Un des gardiens explique, certains se sont enfuis parce qu'ils avaient faim. Un nouvel anniversaire pour Mohamed VI. Cela fait 16 ans déjà que le roi du Maroc a accédé au trône à la mort de son père Hassan II. Dans son discours, le monarque a déploré la situation de précarité dans les régions éloignées et enclavées du Maroc, appelant le gouvernement à élaborer un plan d'action. Il a l'habitude d'être accueilli comme une star où qu'il aille, mais cette fois Didier Drogba a lui-même tweeté un lien vers une vidéo de son arrivée à Montréal, au Canada, sous l'acclamation d'une foule de fans déchaînés. L'ex-attaquant ivoirien de Chelsea va jouer dans le modeste club de l'Impact Montréal, qui se félicite évidemment de cette nouvelle recrue. Écoutez. Je pense que c'est un grand jour pour le club et pour la ville, notamment d'être capable de faire venir un joueur de calibre comme Didier, surtout avec l'histoire qui est la sienne. Et voilà pour ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue tout de suite sur France 24.